bienvenue, merci pour notre atelier, de participer à cet atelier. Donc je vous rappelle de façon un petit peu, en résumé un petit peu nos activités. Donc aujourd'hui on présente l'atelier, c'est le handicap en entreprise. Donc je vous rappelle les différents services que nous pouvons proposer au niveau du cabinet. Donc on a 3 secteurs, l'entreprise, l'investissement et le patrimoine. Donc à l'intérieur de l'entreprise, on a différentes missions, l'expertise, le commissariat, tout ce qui touche au social, au droit social, le juridique, les assistances administratives et tout ce qui touche à la partie RH, recrutement. Donc comment on est organisé? On est organisé donc avec des chargés d'affaires, donc mes collègues Stéphane, Nathalie et moi-même, donc on est là pour être la relation, le point d'entrée au niveau des clients. Donc dès qu'on est là pour suivre les missions que vous nous avez confiées et pour toujours réajuster et vous orienter au mieux de vos souhaits. Il y a aussi la même chose au niveau des investisseurs, qui est notre partie qui s'occupe de la fiscalité des revenus locatifs. Donc c'est pareil, il y a 3 chargés d'affaires qui sont aussi là pour répondre à vos demandes et suivre votre dossier. On a aussi la partie patrimoine, où nous avons aussi un chargé d'affaires. Donc Olivier Coléo qui est là pour répondre à vos besoins aussi bien au niveau patrimonial, retraite, gestion de trésorerie excédentaire. Et nous avons aussi toute notre offre de digitalisation que nous pouvons vous proposer, toujours dans le souci d'être assez interactif avec vous, aussi bien au niveau de tout ce qui est la comptabilité, le social et on a la même chose aussi au niveau des investisseurs. Donc voilà, maintenant je laisse la parole donc, à la société des 3 partenaires qui va vous présenter donc, le handicap. Alors, merci Josiane de nous passer la main et merci d'être là. Je vous ai suggéré à ceux qui étaient présents au café de vous connecter sur la plateforme Klaxoon parce qu'on va avoir un échange un petit peu participatif. On va vous challenger sur 2 ou 3 petites questions, mais relativement simples, savoir où vous en êtes avec le handicap, surtout dans vos entreprises. Donc rapidement, vous vous connectez sur klaxoon.com, vous rentrez le code et un pseudonyme, et vous aurez accès à notre présentation. Voilà, on va avoir une présentation ce matin qui va être surtout d'ordre général. On ne peut pas rentrer dans vos branches, dans vos secteurs. Chaque entreprise a ses spécificités, donc on va essayer d'être le plus large possible. On va parler de droit commun essentiellement. Vous êtes connectés? Ça va? On va commencer. Donc en fait, on va passer sur le tombinoscope. Voilà, donc je me présente, Didier Dezan, donc je suis fondateur des 3 partenaires, j'ai une maîtrise en économie sociale et solidaire. J'ai un parcours professionnel qui est atypique, puisque j'ai grandi professionnellement grâce à la formation professionnelle continue. J'ai été ouvrier dans une entreprise et j'ai franchi en fait, les strates pour avoir des postes, pour finir avec des postes à responsabilité dans l'industrie. J'ai eu aussi une petite structure fin des années 2000 d'accompagnement de personnes en situation professionnelle et sociale difficile. Donc je l'ai placé dans les entreprises et j'ai accompagné les dirigeants à accompagner le suivi de leur parcours en interne. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler du handicap, parce que c'est quelque chose aussi qui me touche un petit peu dans ma chair. Et du coup, voilà, on a une vision qui est assez particulière. Et on va essayer de vous l'exposer ce matin. Je suis accompagné de Michel. Michel, si vous vous présenter. Alors pour ma part, j'ai suivi un parcours RH, un parcours professionnel RH. J'ai travaillé pour la formation du personnel hospitalier. Et puis j'ai évolué progressivement de la gestion des ressources humaines vers la gestion humaine des ressources. Voilà. Alors, je vise. Alors, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est un vaste sujet. On est bien là, en fait, dans un... Bon, alors ça, on vous l'a présenté, on va un peu interactif. On est vraiment là dans un millefeuille, on parle d'emploi, donc c'est l'emploi, c'est le droit commun pour l'emploi,
et on parle de handicap, donc c'est l'AGFIP. Il y a une multitude de millefeuilles qu'on doit essayer de maîtriser si on veut réussir l'intégration de travailleurs en situation de handicap. Juste une petite question, avant de commencer, est-ce que vous avez une notion, en quelle année a été instaurée l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en France? Enfin, le taux de 6% surtout. Et comment on répond? Eh bien, vous avez quelque chose qui s'affiche sur votre écran, normalement, vous cliquez dessus. Ouais. Du coup, je suis déconnecté avec l'appel que j'ai eu. Tiens, tu peux. Plus d'écart. Et après, je suis Alors, tu l'as pas? Ah là, regarde. Voilà. J'étais déjà hier. Alors, pas la bonne réponse. Bon, bah, c'est pas grave, on va passer. Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Voilà, c'est bon. Une de votre part. Alors, en fait, on a le taux de la DAC, c'est 1987. On voit qu'en 87, c'est la loi Seguin qui introduit la notion du 6% en milieu ordinaire. Et en fait, ce taux ne bouge pas jusqu'à aujourd'hui, il est toujours d'actualité. C'est important de le préciser parce que vous verrez plus tard que ça va être mis en mouvement dans les années à venir, ce taux de 6%. Alors, quelques chiffres, 2,7 millions de personnes en situation de handicap sont en âge de travailler. Ça représente un peu plus de 5% de la population. Le taux de chômage des travailleurs handicapés s'élève à 19% contre 10% dans le public. Un chiffre important, 3/4 des demandeurs d'emploi ont un niveau inférieur au bac, et même, je dirais, inférieur au bac. C'est une notion qu'il est très important d'avoir en tête parce que lorsqu'il s'agit de recruter, le vivier de compétences au-dessus du bac en termes de travailleurs handicapés est moindre. Le taux d'emploi direct dans les entreprises aujourd'hui représente 3,4%. Le législateur à terme veut 6%. Petite question, je ne sais pas si on peut vous interrompre. Oui, bien sûr, allez-y. Quand vous dites le taux de chômage, est-ce que c'est vraiment des gens qui recherchent? Parce que est-ce que la caractéristique peut-être des travailleurs handicapés, c'est de ne pas rechercher? Là, on parle vraiment des 19% de gens qui recherchent. Qui sont inscrites qui sont demandeuses d'emploi. Ok, d'accord. Voilà. Ça représente environ 520 000 personnes en France. Par rapport aux 2,7 millions. Voilà, inscrites à Pôle emploi. Ça veut dire que toutes celles qui sont dans les ESAT ou dans les ateliers protégés ne sont pas considérées comme demandeurs d'emploi. D'accord. Est-ce que vous me ferez parvenir le... Non mais... On pourra en discuter, normalement non. D'accord. Parce que il y a des choses qui... D'accord. On en discute après. Il Okay. n'y a aucun problème avec ça. On pourra vous faire passer certaines informations sans aucun problème. Là, on a une donnée qui n'est pas présente sur ce slide, mais un travailleur handicapé sur deux a plus de 50 ans. 49% a plus de 50 ans. Donc c'est un chiffre aussi qu'il est important d'avoir en tête. Les différents types de handicap, ils sont au nombre de 6, et des statistiques qui sont un peu là pour bouleverser un petit peu, chambouler des idées reçues. Donc 80% des handicaps sont invisibles, 85% des déficiences se déclarent après l'âge de 15 ans. On ne naît pas handicapé, on le devient. C'est très important d'avoir cette notion en tête, c'est-à-dire que le handicap se déclare majoritairement au cours de la vie. Ou la déficience. 80% des handicaps ne nécessitent aucun aménagement de poste. Ne pensez pas que quand vous allez recruter un travailleur en situation de handicap, vous allez avoir obligatoirement un fauteuil roulant à gérer. C'est-à-dire, ça peut avoir des incidences aussi sur vos stratégies. Vous n'êtes pas obligé de modifier ou d'aménager de façon importante vos locaux ou votre atelier ou votre service. Les abréviations, donc OETH, avoir ça en tête, obligation d'emploi des travailleurs handicapés, on rajoute un B pour les bénéficiaires, on rajoute un D pour la déclaration. La DSN, vous devez connaître si vous avez un cabinet d'expertise comptable. La RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Si vous avez une déficience au travail, vous pouvez
déposer un dossier pour avoir une RQTH. Et la MDPH, c'est l'organisme qui reconnaît la qualité de travailleur handicapé. On lance un petit quiz. Donc, la tête sur vos smartphones. Votre entreprise est-elle concernée par l'OETH? Il faut Ah, voter. On est trois, ça Il faut que je me reconnecte. Vous pourriez Voilà. me redonner le code? Parce que je suis non. Michel, est-ce que tu peux redonner le code? S'il vous plaît, parce qu'en fait, je suis On n'est pas passé à la question suivante. Moi, je suis allé sur vote. Il faut aller, ouais, il faut activer. Vous l'avez eu? Ouais, c'est bon. Il faut que je- Ah, Ah bah il m'a déconnecté. Ah, Alors, le code, c'est c'est quoi? pas un haut. Chose importante, c'est la première fois qu'on utilise cet outil en meeting. D'habitude, on l'utilise en séance de travail. Et là, c'est la première fois qu'on a essayé de faire quelque chose d'interactif. Ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne pas, ne vous formalisez pas avec ça. Ah, ça y est. Encore 3 personnes qui sont connectées, qui n'ont pas répondu. Toi, Michel, c'est pas la peine. Non, non. Ça va? Alors, on va pouvoir avancer. Donc, 60%, une grande majorité est concernée. Alors, on va voir que toutes les entreprises sont concernées. Alors, qu'est-ce qui change pour les entreprises au 1er janvier 2020? On part du principe que normalement, vous êtes au courant de ce qui se passait un petit peu avant. Il n'y a pas de chamboulement, hein, foncièrement, il n'y a pas de chamboulement, c'est que des ajustements techniques. Mais quand même, ça part de la loi 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Mais là, le législateur, c'est un pas de plus dans l'entreprise inclusive. Avant, vous pouviez passer par la sous-traitance pour répondre à votre obligation. Maintenant, vous ne pourrez plus. On le verra plus loin. Vous devez embaucher directement des salariés en situation de handicap. Elle fait également du dialogue social un levier pour l'embauche des personnes. C'est-à-dire que les statistiques le montrent. Si on ne part pas de l'entreprise et on ne discute pas avec les représentants du personnel, si ce n'est pas une démarche qui implique tout le monde, souvent ça va à l'échec. Alors, qu'est-ce qui change? C'est pour ça que je dis tous les employeurs sont concernés aujourd'hui par l'OETH. C'est-à-dire que les entreprises de moins de 20 salariés devront déclarer s'ils ont ou non dans leurs effectifs un travailleur handicapé. Mais ça c'est en 2020. C'est à partir du 1er janvier 2020. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'était pas besoin. Aujourd'hui, pour l'instant, vous n'avez pas besoin. Donc au questionnaire d'avant, aujourd'hui, on pouvait répondre non. Bien vu. Très bien. Non, en fait, c'est juste. On introduit cette notion volontairement de façon à ce que les gens soient quand même bien sensibilisés à ça. Toutes les entreprises devront déclarer s'ils ont des handicapés ou pas dans leurs effectifs. Une procédure de déclaration simplifiée, c'est-à-dire que elle ne s'apprécie plus au niveau des établissements, mais bien au niveau du siège. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez posséder une entreprise de 10 établissements avec 10 salariés. Vous n'étiez pas assujetti à l'obligation d'emploi. Aujourd'hui, vous avez 100 salariés, vous devrez embaucher 6 personnes. Une comptabilisation sous toutes ces formes d'emploi, c'est-à-dire qu'avant, les stages, les périodes de mise en situation professionnelle n'étaient pas considérés comme du temps de travail effectif, comme faisant partie de votre masse salariale. Aujourd'hui, oui, vous pourrez, sur un stage de 6 mois, si le stagiaire est en situation de handicap, le déduire de votre taux d'obligation. La nomination d'un référent handicap dans toutes les entreprises de 250 salariés et plus, je ne sais pas s'il y a des entreprises de plus de 250 salariés, voilà, parce que 250 salariés, c'est 15... Pardon? C'est 15 travailleurs handicapés, donc c'est vrai qu'il faut avoir quelqu'un en interne pour accompagner. Mais moi, ça me gêne un peu parce que eh bien, quand on a une boîte de 50 salariés et que le patron a la tête dans le guidon pour son activité, ben, il n'a pas forcément le temps de s'occuper des personnes qu'il doit avoir dans son effectif. Eh bien, une petite plus-value pour les plus de 50 ans, c'est gentil.
C'est-à-dire que les plus de 50 ans qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés compteront pour 1,5 dans les effectifs. Et les moins de 25 aussi? Les moins de 25 ans? Non, je pense pas. Avant, il y avait une valorisation pour Ouais, ceux qui l'an sortaient. passé, dans tous les cas, les moins de 25 ans et les plus de 50. Il y a un décret qui est passé là, vous êtes sûr? Bah, l'an passé, en tous les cas, sur la VOETH, c'était les moins de 25 ans. Alors, oui, mais ça change avec la loi 2018. Il y avait des choses qui étaient valorisables avant. Par exemple, si vous embauchiez quelqu'un qui venait d'un atelier protégé, un atelier adapté, vous pouviez avoir une plus-value. Maintenant, à voir. Alors, nous, on avance aussi également au fil des décrets. C'est comme dans le cadre de la formation professionnelle, ça sort et ça se réajuste. Mais en tout cas, ça, c'est une certitude. Je vérifierai pour les moins de 25 ans. Une incitation à recourir à la sous-traitance. Attention, ça c'est toujours d'actualité, mais vous ne répondez plus à votre... avec la sous-traitance, vous abaissez votre taux de contribution, mais vous ne répondez pas à votre obligation d'emploi. On verra plus loin la différence, la nuance qu'il y a entre baisser la contribution à GFI et répondre à son obligation d'emploi. Un interlocuteur unique, pareil. Aujourd'hui, la collecte était assurée jusqu'à maintenant par la GFI. Demain, ce sera l'URSSAF qui sera l'interlocuteur unique. Et l'URSSAF collectera, comme pour la formation professionnelle, et redistribuera aux acteurs du handicap. Élément important, le taux d'emploi des travailleurs handicapés sera révisé tous les 5 ans, sur la base de données sociétales. Allongement de la durée de la vie, de la moyenne d'âge, allongement de la durée du travail, augmentation des risques des traumatismes musculo-squelettiques, les TMS, donc un nombre plus important de travailleurs en situation de handicap, donc les chiffres peuvent bouger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises de moins de 20 qui ne se sentent pas concernées, on ne sait pas, peut-être que demain le législateur dira ben, on passe à 15. Ou peut-être que ce taux de 6%, si vous avez 20 salariés, vous dites j'ai un handicapé dans mon effectif, c'est bon, bon, on vous sort 7-8%, ça vous met en mouvement. Et là aussi, un point important, danger, si aucune action sur le ETH est initiée sur une période de 3 ans, la contribution pour une entreprise de moins de 200 salariés qui est aujourd'hui de 400 fois le SMIC horaire, c'est-à-dire si vous manque un BOETH dans votre effectif, vous payez, vous acquittez d'une contribution de 4 000 €. Si vous ne faites rien sur une période de 3 ans en direction de l'obligation d'emploi, c'est-à-dire vous pourrez sous-traiter, mais vous n'aurez rien fait en direction de l'obligation d'emploi, 1500 fois, ça sera 15 000 € que vous aurez à donner au lieu des 4 000. Et ça, c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ça, c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés. Voilà. Ici, ça pourra bouger, mais attention, ce n'est que des prospections. Hein. Donc, quand ça peut bouger pour tout le monde, mais ici, c'est la réalité, c'est pour les plus de 20 salariés. Cette contribution de 15 000 €, enfin cette contribution, cette pénalité de 15 000 €, exactement. Elle va être versée à qui? À l'URSSAF. D'accord. Pas de possibilité pour l'entreprise de les verser à des organismes qui forment Je vois où vous voulez en venir. Souvent, ce taux de 6%, donc c'est d'avoir les 6% des effectifs qui doivent être bénéficiaires donc c'est ça, exactement. en situation de BOETH. Ça veut dire ça. que si c'est pour des entreprises de 20 salariés ou plus, si on a 20 salariés, c'est minimum une personne, mais si je fais le calcul, 6%, ça fait 1,2. Alors c'est ramené à l'entier inférieur. Comme 1,2 non, mais on est ouais. des humains, 1,2 humains. Ouais, c'est ça, c'est ramené à l'entier inférieur. 2,4, 2, 3,6, 3. Ok, jusqu'à 4 c'est inférieur, à partir de 5 c'est supérieur. Donc si j'ai 1,5 parce que je vais dire... Eh bien c'est 1. Si vous avez 1,8, c'est 1. D'accord, voilà. Au-delà de 27. C'est ramené Donc on n'a pas, on n'atteint pas un entier. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ma réponse concernant... Alors Oui. honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas, moi, techniquement, ce qu'il est possible ou pas de faire. Je vais être très honnête avec vous. Je peux également me renseigner, savoir si c'est possible et vous apporter une réponse. Mais il ne me semble pas que vous puissiez reverser. Je crois que, en fait, nous, quand on regarde la loi, l'URSSAF veut mettre la main dessus. Et ce soit dans tous les domaines, hein, la formation professionnelle, le handicap, il veut récupérer l'argent et après le redistribuer. Alors,
avec tous les millefeuilles, toutes les choses qui sortent, je sais qu'avant vous aviez la possibilité de reverser à des associations d'intérêt général, de droit, enfin voilà, des choses, mais là je préfère m'abstenir de Vous répondre pouvez regarder. et je peux regarder Ou me dire où je peux regarder. et je vous dirai où. Voilà. On échangera, je prendrai vos coordonnées. En lien avec mon métier, cette nouvelle obligation, un chef d'entreprise qui décide de racheter une entreprise qui a plus de 20 salariés. L'entreprise qui rachète, on va dire le fonds de commerce pour simplifier, mais n'a pas répondu à cette obligation. Qu'est-ce qu'il doit faire lui et qu'est-ce qu'il risque? Vous devez vous adapter et prendre la législation. Au moment où vous deviendrez chef d'entreprise, vous devrez initier les démarches nécessaires pour répondre. Si vous ne le faites pas, ça c'est comme quand on reprend une entreprise qui a des dettes, Ouais. hein, vaut mieux la racheter aux enchères que la prendre, on va dire, en redressement judiciaire, parfois, je ne sais pas, hein, parce que vous reprenez tout le passif. Et bien là c'est dans le même cas, vous arrivez, vous avez un effectif, alors à l'instant T, l'employeur qui vous cède l'entreprise aura certainement réglé ce qu'il doit, et à vous de faire en sorte de ne pas avoir à régler cette D'accord. exonération. Alors, mais s'il ne l'a pas fait, c'est l'entreprise qui a l'obligation, parce qu'en fait, c'est un peu technique, peut-être on en parle après, mais là, je parle par exemple de l'achat d'un fonds de commerce, donc on prend les employés avec, mais c'est l'entreprise, à mon sens, qui est redevable de cette obligation. On en parle après. Et donc, il ne rachète pas l'entreprise, juste un fonds. Par contre, le précédent avec son entreprise n'a pas respecté la réglementation. Lui, il achète un fonds avec les employés, il va devoir le respecter. Est-ce qu'il y aura une diligence vis-à-vis de ça, le temps qu'ils soient en conformité? Alors sachez quand même que c'est pour ça qu'on met volontairement à partir du 1er janvier 2020, il y a des choses qui vont se mettre en place progressivement. Il y a aussi les établissements justement qui passaient de 10 établissements à 10 salariés à 100 d'un seul coup. Il va y avoir un étalement. La contribution pourra être versée d'abord, enfin je n'ai pas les chiffres, mais moins 20%, moins, voilà, il y aura un étalement. Je ne pense pas que le législateur tombe dessus et sanctionne tout le monde à un instant T. Parce que là c'est nouveau, après ça sera Voilà. différent. À partir du moment où tout le monde se sera mis en place, mais même les décrets changent. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des informations, on met des informations, elles ne sont plus vraies parce qu'il y a la loi Pacte qui vient tout chambouler, enfin voilà. Nous, encore une fois, là, avec le temps qui nous est imparti, on essaie de balayer un petit peu ce qui change vraiment et ce qui peut vous inciter à vous mettre en mouvement. Comment répondre à son ETH? Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez la question. Alors, encore une fois, il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'emploi direct. Il ne faut pas vous enlever ça de la tête. La réponse, c'est l'emploi direct. Après, le législateur met des leviers pour vous acquitter de cette ETH, pour arriver au but, à l'objectif d'avoir les 6% dans vos effectifs. Le premier, c'est le versement de la contribution AGFIP. Pour l'instant, vous payez votre contribution AGFIP, vous vous acquittez de votre obligation. On a vu tout à l'heure que ce n'était plus le cas. Si pendant 3 ans, vous vous contentez juste de verser votre contribution, vous pouvez être pénalisable. Un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche agréé par la directe. C'est un accord qui est pluriannuel, qui reprend plusieurs critères spécifiques et qui est d'une durée maximum de 3 ans, reconductible une fois. La loi a changé. Avant, dans les années, début des années 2000, vous mettiez un accord d'entreprise agréé par la directe en place dans votre établissement, vous pouviez le reconduire ad vitam aeternam. Il n'y avait pas de délai barrière. Aujourd'hui, 3 ans reconductibles une fois. Cet accord d'entreprise vous exonère de vous acquitter de la contribution AGFIP. Mais par contre, cette somme d'argent que vous devez, elle doit vous servir à financer votre accord. Je m'explique. Vous avez 2 salariés à embaucher. Donc ça vous fait 4 000 plus 4 000, vous payez 8 000 € à l'AGFIP. Vous conservez ces 8 000 €, mais ces 8 000 € doivent financer votre accord. Vous ne pourrez plus solliciter les aides de l'AGFIP si vous êtes sous accord agréé, les aides financières de l'AGFIP si vous êtes sous accord agréé. Vous pourrez bénéficier que de l'accompagnement de l'AGFIP, de 2 conseils de l'AGFIP, mais plus d'aide financière. C'est pour ça que cette option d'accord d'entreprise est stratégique. Elle est souvent utilisée dans les entreprises de plus de 200 ou 300 salariés qui ont une énorme contribution à payer et elles se disent plutôt que de donner cet argent, autant que je le garde en interne et que je gère mon business moi-même.
D'accord? Mais par contre, plus d'aménagement de poste, plus de financement sur la formation, voilà, on est d'accord? On s'autofinance son accord. Le point 3, c'est les 3 partenaires qu'il rajoute. Il est dans aucune on va dire, information. C'est un accord collectif d'entreprise de droit commun. Dans le cadre de vos négociations annuelles obligatoires, vous mettez vos instances représentatives autour de la table et vous négociez un accord avec les critères que vous souhaitez. Mais là, la particularité, en fait, comme un accord, la parité homme-femme, voilà, il a la particularité de faire en sorte que vous avez quand même initié quelque chose, parce que vous le déposez à la directe, comme tous les accords, vous le déposez au Conseil des prud'hommes, donc il y a quelque chose, il y a une trace comme quoi vous avez bien initié quelque chose dans votre entreprise, vous contribuez à la GFIP, et vous bénéficiez des aides de la GFIP et de l'accompagnement de la GFIP. C'est-à-dire que si vous avez un petit budget, si vous êtes sur une entreprise de moins de 50 salariés, vous vous dites, bon allez, 5 x 6, 3 salariés, je paye 12 000 €, et bien ces 12 000 €, ça ne servira pas à aménager, c'est pour ça que chaque entreprise est spécifique. S'il faut faire des aménagements de services, les toilettes, les rampes d'accès et tout, avec 12 000 € par an, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc je pars là-dessus, je paye ma contribution et je sollicite les aides forfaitaires de la GFIP. Vous voyez, il y a une barrière stratégique à bien visualiser. C'est à un moment donné, sur le 2, on ne bénéficie plus de rien financièrement, et sur le 3, on continue de bénéficier, mais on s'acquitte. Nous, on aime bien ce 3. Voilà. Et ensuite, la convention AGFIP, qui est un peu du même ressort que l'accord d'entreprise, mais plus souple. C'est-à-dire que la convention AGFIP, vous passez directement par la GFIP, vous demandez une intervention de la GFIP, vous êtes simplement obligé d'informer vos IRP, vous n'êtes pas obligé de les mettre autour de la table, et vous pouvez initier et déclencher une démarche ou une action handicap dans votre entreprise. Ça va? On avance. Alors, les principaux acteurs institutionnels. On a mis principaux parce qu'il y en a d'autres. Je pense notamment aux syndicats d'employeurs ou choses comme ça qui peuvent éventuellement aussi vous accompagner. Mais là, c'est vraiment ceux qui sont incontournables. Donc la médecine du travail, c'est toutes les problématiques de santé et d'ergonomie au travail. L'URSSAF, la GFIP, c'est les collecteurs, financeurs et aides à l'accompagnement. La NDPH, elle reconnaît le travailleur en situation de handicap. La directe, c'est le législateur. Les missions locales, c'est le sourcing et le recrutement sur les salariés de moins de 26 ans. Cap emploi, Pôle emploi et l'APEC, sourcing, recrutement sur les salariés lambda. Mais tout ça, bien sûr, dans le milieu du handicap. Et les personnes incontournables dans l'entreprise, il faut quand même qu'il y ait des dirigeants, RRH ou autres, managers de proximité, peu importe, mais il faut qu'il y ait des interlocuteurs dans l'entreprise pour s'occuper de la démarche handicap. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser cette question. Pensez-vous qu'à l'intérieur de vos entreprises, vous possédiez les ressources mobilisables pour conduire une politique handicap? Non. Si on en a besoin ou si... Parce que... Eh bien aujourd'hui, si vous avez une obligation d'emploi, est-ce que vous pensez que vous avez ce qu'il vous faut en interne pour pouvoir initier la démarche? C'est-à-dire les ressources mobilisables, les moyens humains. Je ne parle pas des moyens financiers, je parle des moyens humains surtout. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une intervention, il faut qu'il y ait un interlocuteur dans l'entreprise qui puisse être en capacité de dédier. Vous devez, vous, en tant que dirigeant, être en capacité de dédier du temps. Non, en gros, c'est ça. Est-ce que vous auriez le temps de le faire? Exactement. D'accord, il y a une obligation d'accompagnement quand on a une personne DOETH, où on doit pouvoir lui dédier du temps spécifiquement, qui permet d'adapter des fois sa mission, son poste de travail, sa fiche de poste. Tout à fait. Mais également lorsque les acteurs institutionnels interviennent chez vous. Quand ils viennent, qu'ils ouvrent vos portes, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour les accueillir et pour leur répondre. Souvent, on peut avoir des chefs d'entreprise qui disent « mais moi j'ai pas le temps ». Un manager proximité dans une petite PME industrielle, il en bleu de travail, je ne veux pas non plus. Voilà. En fait, l'idée c'est ça, c'est est-ce que vous pensez que vous avez les ressources? Encore une fois, suivant le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Il est plus, on va dire, aisé d'accueillir des gens dans un cabinet d'expertise comptable que dans un garage automobile. Voilà. Hein.
par exemple, hein, qui va s'occuper de quoi, voilà. Donc c'est vraiment, je fais exprès d'appuyer sur... Ça doit être quantifiable et mesurable ce temps, ou c'est juste on doit être en capacité de... C'est important, mais est-ce qu'il y a des obligations, c'est normé ou... Non, il n'y a rien de normé. On va y venir. Je suis passé par là. Donc ça c'est le flux en fait de tout ce qu'on fait. Donc on est là, vous y avez répondu. Donc on voit que majoritairement ici vous avez le temps de vous y consacrer. Donc nous on arrive maintenant dans... Voilà, comment on voit nous l'OETH et l'articulation de tous les acteurs institutionnels et comment on estime la solution la plus adaptée pour la mise en place d'une politique OETH. On a vu tout à l'heure les acteurs institutionnels, ils sont là, et en fait, si je vous fais un schéma, le législateur, il a un panier, il a 600 000 personnes en situation de handicap, donc il ne sait pas vraiment quoi faire. Il prend le panier, il le retourne sur les entreprises en disant, vous devez en prendre 6%. Toutes celles qui ont. Et si vous ne le faites pas, comme d'habitude, on vous sanctionne. Comme d'habitude, on vous sanctionne. Mais c'est très bien. Donc le cadre est là, on n'a pas le choix. Nous, chefs d'entreprise, on n'a pas le choix, on doit répondre à cette obligation. Mais il me semble qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez être en capacité de choisir comment. Comment, surtout. Donc pour nous, notre approche, c'est d'inverser le processus en partant du premier acteur. C'est bien vous le premier acteur. C'est pas les acteurs institutionnels, c'est pas le législateur, c'est vous, votre business, et comment vous articulez tout ça autour de votre business. Nous, notre approche, c'est celle-ci, parce qu'on a pour l'objectif de construire des projets individualisés, personnalisés, sur mesure. On prend le temps de bien comprendre vos problématiques, et on est vous, en fait. On est vous, on est à votre place. Au même titre que vous allez externaliser votre comptabilité, vous êtes à capacité de la faire. Si je vous forme en tant que comptable, vous ferez votre comptabilité, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, vous vous dites, bon, je vais filer ça à des bons cabinets qui sont spécialistes là-dedans parce que ce n'est pas mon domaine. Pour nettoyer vos locaux, vous prenez des agences de nettoyage parce que vous n'avez pas le temps. Vous, votre cœur de métier, la tête dans le guidon, vous devez vous centrer sur votre activité. Nous, on se propose d'être votre nettoyeur de surface ou votre comptable. On arrive chez vous, on prend vos spécificités et on travaille autour de vos spécificités. Comment? Eh bien comme ça, tout simplement comme ça, parce que c'est ce qu'on vient de dire, les conseillers institutionnels ne se substituent pas aux acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire quand ils vont venir chez vous, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les accueillir. Si vous n'avez pas les moyens humains d'accueillir et de mettre en place cette démarche, on se propose de le faire pour vous. On définit le projet d'entreprise, toujours partir du projet d'entreprise, vers quoi vous voulez aller, comment vous voulez vous développer, c'est important. Pour arriver, une fois, mais ça, le projet de votre entreprise, il vous appartient, c'est votre domaine. Nous, on vient chez vous et on réalise un état des lieux de votre secteur d'activité avec vos données sociales et vos pratiques RH. Pourquoi? Lorsque j'étais dans l'industrie, j'avais un poste à responsabilité, mon patron m'a dit, Didier, ce serait bien qu'on mette un petit peu de différence dans nos ateliers. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, oui, écoute, il n'y a pas de souci. Donc j'étais dans la plasturgie, on fabriquait des sacs en plastique et on était en 2014. Pas de souci, on va essayer de faire ça et tout. Et puis quand on regarde le contexte, on se dit, oh, tiens, la loi sur la transition énergétique, Ségolène Royal, interdiction des sacs plastiques demain. J'ai dit à mon patron, j'ai dit, attends, si on regarde le secteur, on n'est pas trop dans l'inclusion de personnes en situation de handicap ou différentes. On est surtout à essayer de se sauver les niches, parce que notre boîte, elle va capoter. Résultat, on a capoté, on n'a pas pu survivre à cette loi. On avait un carnet de commandes qui explosait, on était dans une phase de recrutement. Du 100% français dans une... Voilà, la loi nous a flingués. Donc on était loin de s'imaginer à ce moment-là, quand on voulait mettre un petit peu de... C'est pour ça qu'il est important d'identifier votre secteur d'activité, dans quel secteur vous évoluez, pour bien s'imprégner. Après, comment on articule votre politique RH? Est-ce qu'on se développe? Est-ce qu'il y a danger? Comment on met les indicateurs? Communiquer, sensibiliser, informer. Une fois que vous aurez fait l'état des lieux, vous saurez comment culturellement vous communiquez dans votre entreprise. On adapte la communication pour savoir ce que vous avez déjà. Peut-être en interne, cette communication va faire en sorte qu'il y ait des gens qui ne disaient rien mais qui souffrent au travail et qui sont en mesure d'avoir une RQTH. Auquel cas, on s'arrête là.
Si vous en faut une personne et que cette personne se déclare en disant ben moi je vous ai jamais rien dit, mais et comme vous avez communiqué là-dessus, comme vous aménagez le temps de travail, comme il y a des choses qui se font, ben moi je vous dis je suis en souffrance. Très bien, on vous accompagne, vous avez votre RQTH, terminé, fin de l'histoire, j'ai presque envie de dire. Sinon, vous choisissez votre levier parmi les 4 qu'on vous a donnés, celui qui est le plus adapté à votre entreprise, par rapport à vos effectifs, l'argent, hein, d'accord ? Et ensuite, vous allez chercher vos acteurs institutionnels en fonction de vos besoins. Si vous n'avez pas besoin d'aide sur l'aménagement de poste, on ne va pas chercher d'aide sur l'aménagement de poste, on ne va pas commencer à l'envers, faire venir la GFIP, faire venir les équipes, alors que peut-être on a tout chez nous. Nous, notre réflexion, elle part de là, elle part de votre projet. Et après, on active les leviers. On va chercher des sous là où il y en a. Voilà en gros notre déroulé. Dans toute entreprise, si vous appliquez ce schéma-là, si vous avez les ressources mobilisables, vous allez faire quelque chose de pertinent. Après, c'est compliqué, il y a de l'humain, il y a un recrutement, on est d'accord, c'est autre chose, c'est un autre domaine. On est dans l'accompagnement, c'est totalement différent. On peut aujourd'hui embaucher un candidat lambda et avoir des problématiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est juste pour mettre en place votre démarche, faire bouger les lignes. Et là, à minima, vous êtes dans les clous, parce que vous avez initié quelque chose. Il y a des traces, si vous passez par un accord et que vous le déposez, il y a des traces. Si le salarié, vous l'avez en interne, il y est, quand vous allez remplir votre déclaration, vous êtes dans les clous. Voilà, ça vous permet de vous ajuster. Mais là où c'est important aussi, c'est qu'entre les conseillers institutionnels et cette démarche, il faut que vous ayez des moyens pour mettre en place de façon opérationnelle votre plan d'action, votre politique handicap. Il va falloir définir des calendriers, assurer le suivi du plan d'action, qui fait quoi, comment. Si vous avez une équipe RH, ça roule. Si vous avez des managers qui s'y intéressent et que vous pouvez leur prendre un peu de temps, je sais pas, 10-15% de leur temps de travail là-dessus, ça va aussi. Mais si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, là, on en a terminé avec la présentation. On a un petit temps, si vous avez des questions, si on peut y répondre. Sinon, vous avez nos coordonnées. On peut... Voilà. Si vous avez... On est là pour répondre avec Michel. Vous avez parlé plusieurs fois d'aide. D'aide. Alors non, vous avez parlé plusieurs fois de pénalité. Oui. Et vous avez vaguement, à un moment donné, parlé d'aide Oui. que la GFIP ou je sais pas quoi Oui. pourrait donner. Oui. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, une boîte, quelle que soit, peut avoir un travailleur handicapé. Alors, soit elle l'a embauché, soit il a été déclaré pendant l'embauche. Alors nous, c'est le cas. D'accord. On a embauché une personne normale qui s'avère avoir des problèmes psychologiques graves et qui en ce moment, après consultation de la médecine du travail et après psychologue, etc., plus ou moins, va aller vers cette reconnaissance. C'est pas encore fait, mais ça va se faire. Comment ça va se passer? Nous, on bosse, pas facile d'aller dire, ben toi, puisque tu as ces problèmes psychologiques, tu vas devoir adapter ton travail, on va devoir faire ci, on doit faire ça. On n'en parle pas de siège, on ne parle pas de ça. On parle de personnes qui, chaque fois qu'elle est stressée, pète une durite. Chaque fois qu'on lui demande un truc un peu sans faire gaffe, en mettant les formes, parce qu'elle est en train de faire autre chose, peut disjoncter. Et quand vous êtes dans un atelier, c'est pas de la mécanique, mais nous c'est de l'imprimerie, il peut y avoir du monde autour, il peut y avoir des... Donc on peut être... Alors, il y a donc plusieurs acteurs pour s'occuper de cette... En fait, il y a un accompagnement. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est typiquement des problématiques. Si vous recrutez demain une personne, là, elle est chez vous, mais si vous recrutez demain une personne qui est dans cette situation, il va falloir l'accompagner sur le poste de travail. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que est-ce que vous pouvez imaginer mettre en place, une fois qu'elle aura sa RQTH, vous pourrez très bien vous faire accompagner par la GFIP sur cette problématique. Mais on peut imaginer un plan de maintien en emploi avec un aménagement du temps de travail. Bon, voilà, il faut le mettre en place. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais ça peut être aussi des temps de télétravail. Ça peut être... Moi, encore une fois, vos spécificités, je ne les connais pas. Mais n'hésitez pas, à partir du moment où le salarié a une reconnaissance de travailleur handicapé, à mobiliser les acteurs qui sont là pour ça. Mais alors donc, ça veut dire que ces gens, hein, GFIP et peut-être d'autres, parce que j'avoue, vous ne l'avez pas présenté, mais il y en a tous ces acteurs-là, si je les appelle, ils disent, ils viennent quoi, la médecine du travail, etc. Oui, okay. oui, ils interviennent. Ils interviennent, bien sûr. Alors, en plus, dans ce cas-là, c'est la médecine du travail qui est en train de nous imposer, entre guillemets, cette reconnaissance.
Eh bien, il va falloir, c'est ça tout le travail à mettre en place, il va falloir que vous soyez en capacité de réagir par rapport à cette situation. Il n'y a pas, nous aujourd'hui, le constat c'était qu'avant, la RQTH entraînait souvent au licenciement pour inaptitude. Aujourd'hui, j'inciterai les employeurs à se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un plan de maintien dans l'emploi? Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur l'économie du poste? Est-ce qu'on ne peut pas aménager le temps de la personne? Si on a identifié qu'elle fait un pétage de plomb le lundi matin parce qu'elle a perdu au rugby le dimanche après-midi, on va lui dire le lundi matin tu restes à la maison. Ou Tu quelque viendras chose le de vendredi. club de sport favori. Une quelle passe au FCG, un club qui gagne. Non mais l'idée c'est bien ça, c'est d'être en capacité de. C'est ça aussi le boulot Mais du vous chef. parlez d'aide, clairement, ça doit être financier. Alors, vous avez de l'aide à l'accompagnement, qui est une aide humaine, et de l'aide financière pour Ça l'aménagement du peut aller poste. jusqu'à là. Bien sûr. Ben là, les acteurs, enfin, je sais pas, Michel, toi, tu as. Pour le maintien dans l'emploi, cette personne, elle est dans votre entreprise. Il y a la SAMET, donc c'est Cap Emploi, Voilà. qui intervient Non. sur la SAMET. Enfin, c'est Cap Emploi maintenant, tout confondu. Cap Emploi, ça Mais- n'existe plus. Mais Cap Emploi interviendront que s'il y a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Hein Ça intervient dans le cadre du maintien dans l'emploi. Ben, c'est en cours, mais tant que ça ne l'est pas, là, pour l'instant, elle en arrête. D'accord. Donc, Mais vous voyez, alors, ça c'est typiquement un cas d'école. Vous avez une personne en arrêt qui a des troubles psychologiques et du coup, qu'est-ce que vous faites, vous dirigeants? Vous avez voilà, vos problématiques et si en plus vous devez vous occuper des problématiques d'un salarié, mais vous devez, votre devoir de dirigeant est non, mettre en place des on va stratégies. bien essayer, mais je veux dire, d'abord, on n'est peut-être pas compétent. Hein Et en Ah bah après plus, c'est du domaine de la médecine. ouais. Et là, et en plus, c'est bon là, en plus, on arrive en fin d'année. Pour nous, c'est cool sous le boulot. Bon, Vous êtes dans quel domaine? de l'imprimerie, quoi, des livres photos, internet, etc. Et en ce moment, c'est assez chaud. Mais bon, de toute façon, elle a arrêté. Donc à court terme, on n'a rien à faire. Elle n'est pas encore reconnue. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut, dès qu'elle sera reconnue, Ah bah oui, activer les leviers. ok. Les institutionnels. Tiens bah voilà, j'ai une personne. Et entre guillemets, votre entreprise pourrait nous aider là-dessus? Ou c'est pas du Nous, tout votre nous, on peut coordonner. On peut coordonner les acteurs. On peut, mais en tout cas, votre problématique deviendra la nôtre. Et les problématiques de santé, nous, on ne peut pas les gérer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des spécialistes qui viendront et qui diront, voilà, comment gérer cette problématique avec votre salarié. Il a besoin de temps de repos, il ne peut pas faire la durée hebdomadaire classique, on lui aménage son temps de travail. Il y aura une prise en charge certainement de la caisse primaire d'assurance maladie sur les temps, si c'est un mi-temps thérapeutique, peu importe, je ne sais pas. Vraiment, je vous lance les idées mais comme tous ça. ces trucs-là sont naturels. Je suis désolé, je me méprise. Ça nous concerne et c'est en cours. En gros, entre guillemets, moi, à part Index, je connais pas grand monde, la médecine du travail, oui, mais si elle me dit pas que je peux aller voir Cap Emploi ou X ou Eh Y, bien, c'est exactement là où est notre... ok. C'est là où on a déterminé les besoins des entreprises. C'est qu'à un moment donné, on arrive dans les entreprises, non mais attendez, moi j'ai des obligations, je ne sais pas quoi faire. Avec ce millefeuille, par où commencer? Eh bien, c'est comme quand on est en comptabilité, qu'il faut faire la déclaration d'impôt en fin d'année. Si vous mettez devant chez vous, là, sur la table de la salle à manger, et dire bon, bah allez, hop, on y va, je dis non, je le donne à des professionnels parce que ça, je suis pas en capacité de le faire. Donc c'était bien. Voilà. Soit on se débrouille tout seul, soit. Soit voilà, par exemple. Donc voilà pour cette présentation de ce matin. Ça va, vous avez d'autres questions? Alors, un dernier challenge. Est-ce que cette information, celle qu'on vient de vous donner, vous ouvre des perspectives d'action dans votre entreprise? Moi j'ai été redéconnecté, donc Non, mais c'est pas grave.
Vous voulez mettre une étoile? PVK. Non, mais merci. Non, bon, attendez, je vais faire si c'est P. PVK WGQ. Ok, merci. Encore une fois, c'est très. Vous avez certaines spécificités dans vos entreprises et c'est compliqué de faire une présentation qui puisse répondre à toutes les attentes. Mais encore une fois. Moi j'avais une question, est-ce que c'est parce que vous êtes en opposition au niveau de votre profession, etc., qu'il n'y a pas du tout le sujet qui a été abordé sur les EA, Alors, les entreprises adaptées, les ESAT, alors nous, on se qui pose. permettent quand même, c'est quand même un gros choix de solutions. Oui, pour on les va, entreprises. et ben, c'est justement dans notre plan d'action. Si à un moment donné, mais alors oui et non. Oui, parce que ça peut être pour moi un vivier de compétences. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être en capacité d'aller chercher des compétences pour les intégrer à l'entreprise. Mais si vous avez bien suivi, l'obligation c'est de l'emploi direct. Alors effectivement, faire travailler les ESAT, c'est toujours important pour les entreprises, ou les EA, c'est toujours important pour les entreprises, mais on ne répond pas à notre emploi direct. Donc la passerelle, effectivement, les partenariats, dans les accords, il est dit à un moment donné qu'il faut faire des partenariats avec les EA pour aller chercher des compétences. Moi j'étais dans un atelier chantier d'insertion, je voyais les contrats, 12, 24 mois, reconduits, je voyais toujours les mêmes personnes, et en sortie, le vide, demandeur d'emploi, et on repartait la boucle. Il n'y avait pas de passerelle avec les entreprises. Et c'est pour ça qu'avec mon chef d'entreprise, à un moment donné, on a discuté, on a dit, tiens, sur un poste simple, dans l'atelier, là où on paye quelqu'un et on se dit, un enfant pourrait le faire, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelqu'un qui a des difficultés sociales, des problèmes de mobilité, des problèmes de santé, pour voir si on peut quand même continuer cette action initiée. Quand on est dans un atelier d'insertion, on se lève le matin, 600 €, c'est 28 heures de travail hebdomadaire, voilà, et à la fin ça s'arrête. C'est pas normal que ça s'arrête. Il faut que les entreprises jouent le jeu, comme elle est cherchée. Je schématise, mais c'est beaucoup le cas quand même. Il y a le taux de retour à l'emploi, dans les ateliers de chantier d'insertion, doit être de 70%, dans le cahier des charges, on en est loin. Enfin, c'est mon... Non, mais je dis ça parce que je suis administrateur d'une EA. D'accord. On est passé de 80 à 500 personnes en 10 ans. D'accord. Donc, pour être reconnu EA, on est obligé d'employer... la loi va changer en 2020 aussi, mais jusqu'en 2019, c'était 80% du personnel de production en reconnaissance d'âge. Donc effectivement... et il y a un taux de placement en milieu ordinaire? Ça arrive, ouais. Ça arrive? Ça arrive parce qu'on a des ateliers où on a des postes, des chaînes in situ, sur des gros sites, hein, comme... Oui, oui, bien sûr, j'ai déjà vu qu'il y avait... et que nous c'est des salariés à nous, au groupe, mais qu'on ne voit pas parce qu'ils vont directement en in situ, en prestation chez nous. Nous, volontairement, on a axé cette présentation sur l'entreprise, non, chef d'entreprise. Non, mais je peux m'en expliquer. C'est vrai que je connais certaines professions. Moi, j'ai des clients qui sont, par exemple, le groupe SPI, par exemple. Ils sont sans arrêt perchés en haut ou perchés en bas. Non mais c'est clair, mais c'est encore une fois, je ne sais pas si vous avez cette image, le législateur il a 600 000 personnes en situation de handicap, qu'est-ce que j'en fais? Et comme dans la majorité des cas, c'est fini. On refile un peu le bébé au chef d'entreprise, occupez-vous de ça s'il vous plaît, et si vous ne le faites pas, faites attention. Mais si j'ai bien compris ce que vous avez présenté, à partir de 2020, le fait de sous-traiter à des EA, etc., vous n'êtes plus considéré comme... Ça viendra en déduction, toute la main-d'œuvre, la partie main-d'œuvre, il y aura un pourcentage, je crois qu'il est 30% de mémoire, mais c'est encore des chiffres à vérifier. 30% de la main-d'œuvre viendra en déduction de votre contribution à la GFIP. Okay. Enfin, à l'URSSAF, bientôt. Donc, mais ça ne répondra pas à votre obligation d'emploi.
C'est-à-dire qu'en gros, on va vous dire, monsieur, ce que vous faites faire là-bas, vous ne pourriez pas le faire chez vous. En fait, c'est ça, quoi. Ce que vous faites faire là-bas, faites-le chez vous. Alors, aménagez un poste, en gros, hein. Et voilà, ça c'est très bien. Moi je trouve que ça c'est très bien, c'est une belle démarche, parce que ça fait sortir les gens d'un milieu toujours protégé. Ça leur fait grandir en autonomie, mais il ne faut pas oublier aussi les objectifs du chef d'entreprise, c'est de faire tourner sa boîte, de faire du chiffre d'affaires, et voilà. Donc comment articuler tout ça? Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Moi je vous remercie de votre attention. Je crois... oui. Voilà, là, enfin, vous retrouvez le flux des activités qu'on a passées ce matin. Je vais quitter l'écran et vous pourrez, si vous le souhaitez, comme on aime bien être noté, évaluer le meeting et puis peut-être laisser un commentaire sur ce qu'on vient de voir. Aucun gagnant, 67% de vote de oui, vote terminé, challenge terminé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, On est à votre disposition, pour une fois. voilà, on vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez Merci des pour la questions. note. Et merci d'avoir traité le sujet. Bah écoutez, voilà, hein, on est là pour ça. En fait, en même temps, on essaie d'apporter une vision un petit peu différente. Moi, je viens du milieu de la production, donc j'ai eu à accompagner des gens sur le terrain. J'hésite pas à mettre le bleu de travail s'il faut mettre le bleu de travail, les chaussures de sécurité s'il faut mettre les chaussures de sécurité. Et c'est notre particularité, je pense que c'est notre spécificité. Et si on peut essayer d'amener quelque chose de positif pour tout le monde, attention, les acteurs institutionnels sont nos partenaires. On est chez vous, on vous représente, mais on se sert de tous les leviers qui sont mobilisables. Et les acteurs institutionnels, de fait, répondent à leurs obligations en passant par nous. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Pour votre participation. Merci. Merci.